Ah, c'est vous. On m'a toujours dit que pour connaître un sujet à fond, il fallait se jeter à l'eau. Alors battre le record de Patrick Duffy 2030 sous l'eau, c'est pas gagné. Allez! Quand La Guerre des Étoiles sort au cinéma en 1977, le succès est incroyable. La science-fiction devient un phénomène à la mode. Évidemment, cela intéresse aussi les chaînes de télévision. Mais elles n'avaient pas attendu le succès de Star Wars pour faire quelques tentatives dès les années 60. En dehors de la 4e dimension et les mystères de l'Ouest, qui lorgnaient plus du côté du fantastique en mélangeant les genres, les séries de SF étaient plutôt rares. Jusqu'à ce qu'un homme ambitieux décide de voir les choses en grand, son nom, Irwin Allen. Il a pour ambition de proposer du grand spectacle dans des productions télévisées. Avec lui, le médium télévision emmène les spectateurs directement vers d'autres mondes imaginaires et merveilleux, parfois dangereux, toujours intrigants. Allen réussit son pari avec 4 séries de science-fiction, 2 sont de gros succès comme Voyage au fond des mers et Perdu dans l'espace, 2 autres convainquent moins le public, Au pays des géants et Au cœur du temps. Le légendaire Gene Roddenberry lui emboîte le pas avec Star Trek qui, là aussi, ne rencontre pas son public et ne devra son succès qu'à la faveur de rediffusion des années plus tard. Malgré tout, les chaînes de télé continuent de proposer des séries de science-fiction par-ci par-là. Certaines sont adaptées de bandes dessinées, comme Shazam dès 1973, inédite en Europe et très populaire auprès des enfants le samedi matin. D'autres, comme Wonder Woman en 1975, connaissent un succès plus mitigé. Le souci, c'est que les séries basées sur des BD coûtent cher. Costumes, décors, véhicules font grimper la note, sans oublier les tournages en extérieur encore plus onéreux. Comment contourner ces contraintes ? En créant des super-héros ancrés dans notre réalité quotidienne. Dès 1973, les aventures de l'agent bionique Steve Austin dans L'homme qui valait 3 milliards sur ABC rencontrent un énorme succès, suivi 2 ans plus tard par son spin-off Super Jamie. En 1975, NBC adapte L'homme invisible de H.G. Wells, mais se plante à 2 reprises, d'abord avec David McCallum, ensuite avec Ben Murphy. Voyez ma vidéo à ce sujet. En 1977, NBC ne convainc pas le public avec Le Voyage extraordinaire et son histoire de Triangle des Bermudes, une série intéressante mais annulée au bout de 10 épisodes. Malgré tout, les chaînes de télé y croient et en 1977 toujours, l'incroyable Hulk devient très populaire avec son scientifique qui se transforme en monstre vert. Dans les années 60, Desilu, importante compagnie de production de l'actrice Lucy Ball, crée des séries importantes comme Mannix, Mission Impossible et Star Trek. Chargé de production sur ces 3 séries, Herbert F. Solo avait acquis une grande expérience des tournages sur le fil du rasoir et des contraintes budgétaires. Solo avait également été responsable de la programmation chez NBC et CBS. Il connaissait bien les rouages des chaînes télé et savait comment faire aboutir un projet. Lassé d'être employé, il quitte Desilu et crée sa propre maison de production. Pour faire vivre sa compagnie, il lui faut de nouveaux projets. Il jette son dévolu sur Namor, le prince des mers, un héros de BD créé à la fin des années 30 qui connaîtra ensuite un grand succès chez Marvel. Mais il y a 2 problèmes de taille, l'argent et la technologie de l'époque. Créer une série sous l'eau avec des décors dans des conditions réelles, avec des effets spéciaux limités, représente un gros risque financier et sans certitude de succès à l'arrivée. Cela dit, la mer exerce une grande fascination sur le public depuis les films Les Dents de la Mer et Orca. L'océan représente un univers mystérieux et dangereux, voire mortel. Solo capitalise sur ces fantasmes et va jouer la carte du mystère. Solo contacte un ami, le scénariste Mayo Simon, et ensemble, ils vont créer L'Homme de l'Atlantide. Simon avait travaillé sur les films Les Naufragés de l'espace et la suite de Monde Ouest, Les Rescapés du futur. Il connaissait donc bien le genre science-fiction. Comme l'océan exerce à la fois fascination et peur, pourquoi ne pas faire venir un être aux origines mystérieuses ? Retrouvé en train d'agoniser sur une plage, l'humanoïde échappe à la mort grâce à l'intervention de l'océanologue Elizabeth Merrill. L'inconnu ne se souvient de rien. Elizabeth l'appelle Marcaris. D'après les ordinateurs, il serait le dernier survivant de l'Atlantide, une mythique cité sous-marine qui fait l'objet de tous les fantasmes depuis la naissance de l'humanité. Marc a l'apparence d'un homme, mais il possède des capacités bien plus développées. À la place des poumons, il a des branchies qui lui permettent de respirer sous l'eau. Il a les mains palmées pour faciliter sa propulsion sous l'eau et des yeux d'une étrange couleur verte, très sensible à la lumière. L'armée navale charge le docteur Merrill d'effectuer des tests sur Marc. Elle découvre qu'il sait nager plus vite qu'un dauphin et faire des bonds prodigieux. Sa nage en ondulation fait penser à un poisson qui le propulse vers l'avant. Marc résiste encore à de très fortes pressions sans que cela ne l'affecte et il sait communiquer avec les poissons et les animaux terrestres. Sur Terre, il a une force surhumaine, mais s'il reste plus de 20 heures hors de l'eau, il risque la mort car il se déshydrate 10 fois plus vite qu'un humain. L'eau a sur lui un effet régénérateur immédiat. Pour créer leur héros, Solo et Simon se sont largement inspirés des héros de bande dessinée,
mais encore de La Citadelle sous la mer, un pilote télé d'Irwin Allen, et oui, encore lui, réalisé en 1970 et qui suivait les aventures d'humains dans une ville sous-marine. On y découvrait un être nommé Aguila capable de parler sous l'eau grâce à une montre. Il portait un maillot couleur chair et était incarné par Bird Benning, un acteur qu'on retrouvera ensuite dans le deuxième téléfilm Les Visiteurs de l'au-delà. Le scénario terminé, Solo essaye de vendre le projet à plusieurs chaînes de télé. NBC se montre intéressée mais fait traîner les choses car elle n'aime pas la science-fiction. Selon elle, ce genre n'attire pas le public féminin et comme ce public est nombreux, ce serait dommage de s'en priver. Après l'échec des Hommes Invisibles et du Voyage Extraordinaire, NBC ne veut pas commander d'emblée une série. Elle veut des garanties préalables et chipote sur tout, les acteurs, le budget, les costumes, etc. Après d'intenses négociations, Solo finit par convaincre les cadres dirigeants de la chaîne. Il insiste sur le fait que Mark Harris pourrait être un succès car après tout, c'est un super-héros comme Steve Austin mais en version aquatique. Et comme les gosses adorent l'eau, voilà un autre public important que NBC pourra attirer. Pour trouver l'homme aquatique idéal, les directeurs de casting ont des critères simples. Être beau, grand, athlétique et savoir nager. Les talents d'acteur n'entrent pas vraiment en ligne de compte. En effet, jouer un poisson ne demande pas d'avoir une large palette d'expressions. Les auditions sont organisées d'une façon particulière. Tous les candidats doivent se présenter torse nu, en maillot de bain et exhiber sourire et muscles. Parmi eux, un jeune charpentier de 28 ans, Patrick Duffy. Comme il n'a pas de maillot de bain, il auditionne en sous-vêtements. Mais NBC n'en veut pas, trop maigre et trop inconnu. Duffy n'avait fait que quelques maigres apparitions, dont une pub pour la chaîne de fast-food Taco Bell et un petit rôle de flic dans la série policière Switch avec Robert Wagner. Fort heureusement, une directrice de casting le voit dans Switch et sent le potentiel du jeune comédien. Elle pousse sa candidature et fait appel au maquilleur engagé sur le téléfilm pilote. Duffy se souvient, je devais m'entraîner pour gagner en masse musculaire. Et comme je n'avais plus assez de temps, le maquilleur Fred Phillips m'a construit des prothèses en latex pour mes bras et ma poitrine afin que j'ai l'air plus costaud. Puis je suis allé à l'audition et j'ai marché devant les responsables de la chaîne avec les prothèses sous mes vêtements sans qu'ils le sachent pour les convaincre que j'étais l'homme de l'Atlantique. Impressionnés, les décideurs de NBC et Solo sont séduits. La bonne nouvelle tombe, Duffy est engagé, damant le pion à plusieurs centaines de candidats. Mais la production du pilote prend encore du temps, NBC pinaille encore sur les coûts avec le studio Warner qui ne veut pas non plus investir trop d'argent. Patrick Duffy met ce temps à profit pour se forger la musculature qui exige le rôle. Le tournage commence à la fin 1976 dans des conditions difficiles, notamment pour la scène où le docteur Merrill plonge le corps de Mark dans l'eau afin de le ramener à la vie. Duffy se rappelle, quand nous avons tourné la scène sur une plage à Santa Monica, l'eau était glacée. Mes partenaires portaient une combinaison de plongeurs sur leurs vêtements, mais pas moi. J'ai dû apprendre à contrôler mon corps pour ne pas avoir l'air de grelotter, c'était très dur. Et ce contrôle, il l'a acquis en faisant de la méditation, apprenant à maîtriser sa respiration et son souffle pour tenir sous l'eau assez longtemps. Diffusé le 4 mars 1977 aux États-Unis, le premier téléfilm de 90 minutes réalise un excellent score d'audience. Mark découvre le monde des humains avec une certaine perplexité tout en essayant de s'y adapter. Très bien réalisé, monté et joué, cet épisode d'introduction entraîne le spectateur dans une aventure pleine de suspense et avec une belle humanité dans la scène finale. Patrick Duffy impose son charisme et arrive à faire ressortir quelque chose de profondément attachant et la musique de Fred Karlin est tout simplement prodigieuse. Hélas, NBC refuse toujours de commander une série hebdomadaire. Elle teste le potentiel et commande donc un deuxième téléfilm de 90 minutes dans Les Visiteurs de l'au-delà, diffusé presque 2 mois plus tard, début mai 77 aux USA. Mark est confronté à des extraterrestres venus d'ailleurs et qui auraient un lien avec ses origines. Mark finit par comprendre que ces êtres ne sont pas venus avec des intentions pacifiques. Nouveau, cette deuxième aventure rencontre un gros succès. NBC reste toujours réticente et commande à nouveau un troisième téléfilm de 90 minutes, Les Flamèches, où Mark combat des spores venus de l'espace qui prennent possession du corps des humains et leur font faire n'importe quoi. Et c'est le triplé gagnant puisque le succès est encore au rendez-vous. NBC a encore des doutes et désire encore un téléfilm mais plus court, d'une durée de 70 minutes. La disparition suit les sombres plans d'une scientifique qui kidnappe le docteur Merrill et d'autres savants pour les emmener sur une autre planète afin de créer un nouveau monde. 4e diffusion, 4e succès. Pas de doute, ça va marcher, se dit NBC, et elle finit enfin par donner son feu vert pour une série hebdomadaire prévue pour la rentrée 1977. Un film comme une série sans musique ne donne pas le même impact à l'œuvre. L'arrivée de Fred Karlin sur L'Homme de l'Atlantide ne doit rien au hasard. Le producteur Herb Solow voulait quelqu'un qui savait retranscrire une ambiance mystérieuse et s'était déjà frotté au genre science-fiction. Et Fred Karlin s'y connaissait puisqu'il avait composé et joué la musique électronique du film Monde Ouest en 1973 avec son robot tueur incarné par Yul Brynner, ainsi que la musique de la suite, 3 ans plus tard, Les Rescapés du futur. Karlin était parmi les meilleurs du métier car il avait gagné un Oscar en 1970 pour le film Lune de miel aux orties et sera encore nominé 3 fois ensuite. Et Solow a tapé
taper dans le mille en l'engageant car Fred Karlin a un talent rare. Il sait retranscrire le danger de mort comme ici quand Mark Harris agonise et est conduit dans la mer au début du premier téléfilm. Mais il sait encore faire ressortir le côté mystérieux et inquiétant, comme ici au début du deuxième téléfilm Les Visiteurs de l'au-delà. Ou encore une mélodie entraînante et pleine d'action, comme ici au début de La Disparition, le quatrième téléfilm. Si vous avez un coup de blues, écoutez ce passage quand Mark démontre ses capacités au début de l'arrivée, le tout premier téléfilm. C'est la joie de vivre incarnée et ce qui résume le mieux la série. Sans lui, l'homme de l'Atlantide ne serait certainement pas resté dans les mémoires car ses compositions restent superbes et ont certainement contribué à imprimer la série dans l'imaginaire collectif. Quand NBC commande la série hebdomadaire, les cadres dirigeants de la chaîne ont une réunion avec Solo et son équipe. Les scénaristes veulent quelque chose de plus joyeux, moins sérieux, trouvant que les téléfilms baignaient dans une certaine atmosphère dépressive avec ces thèmes de fin du monde, ce qui n'est pas faux. Place à l'aventure et à la comédie avec un ton différent. Diverged from the premise and jumped into trying to do Star Trek, Batman, it became a bit cliché-ridden, and I thought it was actually a good premise. Mark porte un uniforme dans le style Star Trek et commande le sous-marin cétacé comme le capitaine Kirk. Et comme Solo avait travaillé sur Star Trek, on se retrouvait avec un mélange des deux, comme vous le voyez sur ces différents plans. Pour nous, Européens qui ne connaissions pas bien Star Trek à l'époque, cela ne sautait pas aux yeux, mais pour l'Américain moyen, c'était évident que la série était quasiment un copier-coller, avec un peu de voyage au fond des mers avec le sous-marin et l'exploration des profondeurs. Quand la série L'Homme de l'Atlantide arrive sur les écrans américains, elle déconcerte le public. Est-ce une comédie d'action, une série d'aventure, une série de science-fiction en suspense? Déconcerté, le public ne sait pas à quoi s'attendre. Malheureusement, c'est ça qui va couler la série, si vous me pardonnez l'expression. Sans grande rigueur, les scénaristes pratiquent le mélange des genres dans des histoires centrées sur des phénomènes paranormaux, de monstres marins et de voyages dans le temps avec comme thème central le contrôle des esprits, parfois des corps. À côté de quelques épisodes réussis comme Le Prix de la banquise, qui avertit sur le danger de la fonte des glaces, et Les Frères jumeaux où Mark rencontre un double de lui-même à l'époque de l'Ouest sauvage, la plupart des épisodes baignent dans une ambiance de comédie assez indigeste, avec des enjeux peu crédibles et des personnages caricaturaux. Tout le côté scientifique plausible disparaît pour laisser place à un divertissement simple et infantile, carrément bête par moments. Les scénaristes se sont sans doute beaucoup amusés, ou alors ils avaient fumé trop d'herbe, ben oui, c'était encore l'époque des hippies. Certains épisodes usent et abusent du passage vers un autre monde, avec souvent les mêmes grottes, mais redécorées autrement. Dénué de budget conséquent et d'effets spéciaux avancés pour son époque, L'Homme de l'Atlantide fait sourire avec son monstre hippocampe en latex qui annonce les Ixor et autres biomanes. On a du mal à ne pas hurler de rire avec une méduse ressemblant à un grand sac poubelle gonflé, mais avec quoi? Sans doute de l'hélium. La série n'a pas peur du ridicule quand Mark doit encore se battre avec de l'eau invisible dans le géant. Pire, on touche le fond, si vous me pardonnez encore l'expression, avec le pire épisode, le monde englouti et ses êtres étranges habillés en blanc et bougeant comme des mimes ou des poulets, c'est au choix. Le retour de M. Schubert aurait dû rehausser le niveau, mais les scénaristes n'ont pas fait preuve de beaucoup d'imagination en le faisant revenir à 6 reprises. Qu'est-ce que vous en dites? Ça n'a pas l'air de beaucoup vous amuser. On dirait que la consigne donnée à l'acteur Victor Buono était « fais ce que tu veux ». L'acteur part en roue libre et cabotine au possible. Amusant au début, lassant à la fin. On se retrouve avec un méchant grotesque dont le duo avec son assistant Brent fait plus penser à Laurel et Hardy qu'à une figure inquiétante du mal comme il l'avait été dans le tout premier téléfilm. Le public déserte massivement la série et au terme de seulement 13 épisodes, la chaîne NBC annule L'Homme de l'Atlantide et diffuse les 3 derniers épisodes des mois plus tard en bouche-trou dans sa grille de programme. L'Homme de l'Atlantide a l'air d'une série simple en apparence, mais en coulisses c'était plutôt compliqué à gérer. Vu l'absence d'effets spéciaux concluants, tout ou presque se faisait dans des conditions réelles.
Yeah, and we did it so primitively. You know, it was before special effects. We couldn't Photoshop a single thing. You know, if I was wet, I was wet. You know, if I was underwater, I was underwater. And it was fun. Pendant que l'équipe tournait les scènes sous-marines, une autre s'occupait des effets spéciaux sur le plateau ainsi qu'en post-production. Il fallait aussi concevoir les effets visuels du sous-marin Le Cétacé avec ses 4 sphères, une création de Jen Warren. Il avait gagné un Oscar en 1960 pour les maquettes du film La machine à explorer le temps de George Pal. Le sous-marin n'a jamais existé en grandeur nature. Le Cétacé était en réalité une maquette de 2 mètres de long sur 55 cm de haut et 35 cm de large. Ce sont d'ailleurs les seuls effets visuels vraiment réussis dans L'Homme de l'Atlantide. Au quotidien, la série représentait un vrai défi physique pour Patrick Duffy. Il devait se raser tous les jours pour avoir la peau luisante comme un poisson. Puis se lever à 4 heures du matin 5 jours sur 7 pour faire 2 heures de musculation avant de tourner et encore 3 heures le soir après le tournage. Je suppose que les poissons vous ont dit par où il fallait descendre? Oh, je ne connais pas le langage des poissons. Arrivé au studio de tournage, il passait 2 heures dans les mains du maquilleur Fred Phillips pour se faire poser des membranes entre les doigts pour avoir les mains palmées. Et pour donner ce regard si caractéristique de Mark Harris, il devait porter des lentilles vertes bon marché qui lui irritaient les yeux et ont même provoqué une infection. Enfin, il y avait le challenge physique avec la natation. C'est avec le responsable des cascades, Paul Stader, qu'il a appris à effectuer la nage particulière de Mark. Duffy explique: au départ, les producteurs voulaient que je nage comme les poissons, mais les os du corps humain ne sont pas faits pour bouger de la sorte. Le responsable des cascades a inventé cette nage qui est la plus lente au monde. Une tortue morte nage plus vite. Je ne la recommande pas car cela fait souffrir des lombaires. Aux États-Unis, un message était même placé en début d'épisode pour déconseiller aux spectateurs, surtout les plus jeunes, de reproduire les mouvements sous peine de se blesser. Mais avouez-le, vous comme moi, on s'est bien amusé à le faire pendant les cours de piscine à l'école. Certaines scènes, comme quand Mark parle sous l'eau, étaient tournées en bassin dans les studios de la MGM à Culver City. Il laissait rentrer l'eau dans ses sinus pour éviter que des bulles sortent de sa bouche, ce qui provoquait aussi quelques infections au niveau de ses oreilles. Pour les scènes se déroulant en mer, l'équipe tournait vraiment dans l'océan, près de l'île Catalina en Californie, à une époque de l'année, octobre et novembre, où l'eau était très froide. Duffy ne tournait que 30 minutes par jour, sinon le froid prolongé risquait de l'engourdir et provoquer une hypothermie. Une équipe de plongeurs restait en permanence près de lui pour le remonter à la surface en cas de problème. Force d'entraînement, il arrivait à tenir 2 minutes 30 sous l'eau. Pour les scènes les plus dangereuses, il était doublé par un cascadeur de l'équipe de Paul Stader. Mais vu son excellente condition physique, Patrick Duffy a réalisé la plupart des cascades sans grande difficulté. La série a accueilli quelques vedettes confirmées et en devenir au fil de ses épisodes comme Dee Wallace Stone, la future maman des films E.T. et Cujo dans Le Prix de la banquise, John Chi dans Mark et Juliette, qui sera ensuite Lex Luthor dans la série Lois and Clark, les nouvelles aventures de Superman, Karim Abdul-Jabbar dans Le Géant, star du basket, qui avait combattu Bruce Lee dans Le Jeu de la mort, Pernell Roberts, vedette de la série western Bonanza où il était un des fils Cartwright, René Auberjonois dans Le Monde englouti, avant la série de science-fiction Star Trek Deep Space Nine et la série d'avocats Boston Justice. Ted Cassidy dans Oscar, il avait joué le majordome Lurch dans La Famille Adams, et Bigfoot dans L'Homme qui valait 3 milliards, et encore fait les grognements de Hulk dans la série télé. Pat Morita, le futur Monsieur Miyagi dans Karate Kid, qui jouait Moby dans l'épisode Le Petit Homme qui aimait rire. Enfin, certains épisodes ont accumulé quelques gaffes amusantes, comme dans Les Frères Jumeaux où Mark est désarçonné par un cheval furieux, on voit qu'il perd son chapeau de cow-boy et hop, au plan suivant, il a de nouveau son chapeau. Sans doute a-t-il encore des pouvoirs de télékinésie qui lui permettent de récupérer son chapeau tombé à terre. Dans La Méduse, Booba, la création génétique de M. Schubert, finit par se retourner contre son créateur et tente de l'étouffer avec ses tentacules. On peut voir le fil qui tire la fausse tentacule pendant que Victor Buono simule l'étranglement. Dans Mark et Juliette, Mark Harris veut mettre fin à une querelle et jette une grosse statue en pierre au sol. Une vraie statue bien lourde visiblement est jetée avec trop de force car elle déséquilibre la caméra. Dans Le Monde englouti, les acteurs qui jouent les êtres blancs de la planète auraient bien fait de se coordonner car aucun ne fait le même signe avec ses mains. Ce signe était censé vouloir dire bonjour. Ce salut étrange était-il copié de celui de Monsieur Spock dans Star Trek? Fort probablement. Alors encore 5 petites choses sans vous noyer dans les détails. Tout d'abord, la fin, c'est simple, il n'y en a pas. La série s'achève avec le Cirque de la Mort, un épisode assez bancal, sans grand relief. On n'en saura donc pas plus sur les origines de Mark Harris ni sur l'Atlantide. Deuxièmement, le Dr Merrill, certains affirment que l'actrice Belinda Montgomery a cherché à casser son contrat et quitter la série avant son annulation, car on ne la voit pas dans les 2 derniers épisodes. En fait, c'est pas ça qui s'est passé, parce qu'en coulisses, comme l'explique Larry Alexander, chargé de superviser les scénarios, Belinda a été retirée des 2 derniers épisodes, elle en a été très perturbée. C'était une décision de la direction. Je me souviens que quelqu'un a dit que son personnage ralentissait la série et la rendait trop molle. Gardez à l'esprit que cela s'est passé quand la série était en grande difficulté.
Nous savions tous qu'elle n'allait plus durer longtemps et le studio et la chaîne faisaient tout ce qu'ils pouvaient pour la maintenir à l'antenne. Enfin, le désintérêt du public n'est pas la seule raison de l'annulation de la série L'Homme de l'Atlantide, car elle était programmée en face de Happy Days, les jours heureux, et oui, Richie Cunningham et toute sa bande, et donc qui pouvait battre notre cher Fonzie? Ensuite, les jouets, troisième point, c'est peu connu, mais il y a eu des projets de jouets sur la série réalisés par la firme Kenner, celle derrière les jouets de L'Homme qui valait 3 milliards, qui avait fait un carton 2 ans auparavant, 1976, et quand tout le monde pensait que la série allait devenir un gros succès, Kenner a invité le producteur Herbert Solow et Patrick Duffy dans leurs ateliers de production à Cincinnati pour leur montrer le projet de figurines de Mark Harris. Alors on peut voir ici très clairement qu'ils se sont inspirés de Steve Austin, de L'Homme qui valait 3 milliards, dans le style et l'apparence. Alors il était également question de commercialiser un album à colorier et le sous-marin cétacé, mais quand la série est annulée, Kenner a arrêté la production. Quatrième point, au niveau des DVD, si vous voulez replonger dans les aventures de Mark Harris, c'est possible, et même avec son maillot de bain, puisque LCJ Édition a sorti l'intégrale de la série en 2019, en incluant le fameux slip jaune, comme dit ma femme. Il y a la version originale avec des sous-titres français, et la version française, d'ailleurs soulignons l'excellent doublage de Pierre Arditi, qui doublait Patrick Duffy. Marc, qu'est-ce que vous allez faire? Vous avez sûrement déjà vu des corridas dans votre vie. Oui, pourquoi? Quand le taureau blessé s'acharne sur un homme à terre, il faut attirer son attention ailleurs pour le sauver. Et en 2019, au Salon du doublage à Paris, j'avais pu rencontrer Sylvie Fay, qui doublait Elisabeth Merrill. Alors, elle m'a dit qu'il n'arrêtait pas de se marrer en faisant le doublage, car Arditi disait « Allez, encore une journée de travail avec le palmé, on retombe sur le palmé ». Pour eux, voir un homme poisson dans des scénarios déjantés, ils trouvaient ça complètement ridicule. Et alors, ils avaient du mal à rester sérieux avec Roger Carrel, qui doublait Monsieur Schubert, car il n'arrêtait pas de faire le pitre pendant les sessions de doublage. C'est aussi Carrel qui faisait Kermit dans le Muppet Show, vous le savez. Quant au tournage donc de la série, Patrick Duffy, que j'avais rencontré au festival Sérimania de Lille en mai 2018, m'a dit que tous les acteurs s'entendaient bien, le tournage était intense, mais il n'y avait pas de problème d'ego, et alors il aimait beaucoup travailler avec Victor Buono, Monsieur Schubert, avec qui il s'entendait très bien, parce que par une curieuse coïncidence, la femme de Patrick Duffy avait été à l'école secondaire avec Buono dans les années 50 à San Diego, et ça a tout de suite créé un lien entre les deux comédiens. Alors, il m'a dit que Victor Buono était un homme succulent, très cultivé, très fin, un homme de la Renaissance, mais il ne faisait hélas pas attention à sa santé, et il est mort 4 ans après la fin de la série, en 1982, d'une crise cardiaque à seulement 44 ans. Alors, au rayon des livres, il y en a plusieurs intéressants. D'abord, celui de Didier Liardet, sorti en 2018, très complet, bien illustré. Un autre, je dirais, plus rare, qui a été fait il y a une trentaine d'années par Patrick Giuliano, L'Homme de l'Atlantide à la recherche d'un idéal perdu. C'est plus quelque chose de portée philosophique, mais c'est vraiment très intéressant. Et alors, évidemment, celui que Patrick Duffy a écrit en 2018 et qui raconte les origines de Mark Harris. Donc voilà de quoi combler la frustration de la série, mais en anglais uniquement. Alors, malgré tous ces défauts, et sans doute comme beaucoup d'entre vous, moi j'aime bien L'Homme de l'Atlantide et j'apprécie de revoir des épisodes de temps en temps. Bon, c'est un peu comme une vieille bande dessinée, hein. Il y a des albums qu'on aime relire et d'autres qu'on évite. En tout cas, c'est une série culte, une vraie, vu le faible nombre d'épisodes, 13 et 4 téléfilms. Alors évidemment, c'est parfois kitsch, parfois très mauvais, souvent ridicule, mais c'était rythmé et sympa. Mark Harris est vraiment un beau personnage, très zen, il cherchait toujours la paix, à être en harmonie avec son environnement et les autres êtres vivants. Et d'ailleurs, il rappelle un certain Kwai Chang-cae dans la série Kung Fu, tournée 4 ans auparavant. David Carradine avait aussi ce type de personnalité, et ce n'est pas un hasard que les deux personnages se ressemblent, car on retrouve en coulisses le même producteur, Herman Miller, sur les deux séries. Miller a été engagé par Herbert Solow pour superviser la production au jour le jour, et il a sans doute poussé à développer le personnage de Mark Harris dans la même direction que celui de Kane, et c'est tout bénéfice. Alors ensuite, la série est aussi parvenue, moi je trouve, à nous faire aimer l'océan, à ne pas en avoir peur avec les dents de la mer, à le respecter. Je ne sais pas le prêchi-prêcha militant ici, mais c'était plutôt inhabituel de voir une série avertir des dangers des activités humaines pour la survie de la planète. C'est un discours humaniste, sans doute naïf, mais sincère et pas rébarbatif. Voilà, merci et à la prochaine!